Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire qui nous est présenté cet après-midi, on l'a vu, ne contient pas de véritable surprise. Il s'inscrit dans la trajectoire financière que vous avez choisi de poursuivre, et c'est logique depuis votre élection. Vos priorités politiques restent identiques. D'une part, une réduction drastique des dépenses avec une baisse de l'intervention départementale dans un certain nombre de politiques, ce qui apparaît dans le rapport sous les termes très pudiques, je cite, de poursuite de la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Et d'un autre côté, la réalisation d'économies en interne dans le domaine des moyens généraux et de ressources humaines avec la fameuse, je cite toujours, décélération des effectifs. Quelle pudeur! Dans nos calculs, vous avez supprimé 462 postes permanents et 252 postes en CDD depuis 2015. Il est évident que les conséquences ne peuvent pas être neutres sur la qualité du service public départemental comme sur le bien-être et les conditions de travail des agents départementaux. Votre décision de créer une prime au mérite n'est qu'une bien maigre compensation au regard de l'augmentation de la charge de travail et du nombre de congés que vous avez supprimés, ce qui constituait un avantage acquis pour le personnel. En matière d'investissement, vous affichez, c'est bien, la volonté de maintenir un effort soutenu de 210 millions d'euros par an. Nous prenons acte de la poursuite de certains grands projets, vous nous les avez cités, d'investissement qui avaient été programmés par l'ancienne majorité, à l'image, vous l'avez cité, du canal Seine-Nord-Europe ou du contournement de Valenciennes. Nous continuons néanmoins de déplorer le déséquilibre du budget entre des dépenses de fonctionnement cadenassées et des dépenses d'investissement bien plus dynamiques et volontaristes. Vous serrez le cordon de la bourse lorsqu'il s'agit des politiques départementales de solidarité, véritable cœur de mission de notre collectivité. Nous continuons également de nous questionner sur les dispositifs d'aide au territoire, pas sur leur coût, mais sur leurs modalités. Bien évidemment, les projets d'investissement des communes nordistes doivent être soutenus. C'est le rôle du département, chef de file des solidarités territoriales. Cependant, votre politique d'aménagement manque de transparence. La suppression des contrats de territoire ne permet plus d'avoir une vision globale et pluriannuelle des projets financés. Le mode de sélection des dossiers est opaque. Cela n'est pas satisfaisant pour les maires qui ne reçoivent pas de réponse positive ou négative de notre collectivité. Cela n'est pas non plus satisfaisant pour l'opposition départementale qui est exclue du processus décisionnel. Ce n'est pas normal. Nous délibérons tout autant que la majorité sur les priorités accordées à tel ou tel projet. Nous devrions être concertés en amont avec les mêmes éléments d'information que ceux dont dispose l'exécutif. C'était, encore une fois, je crois, la vertu des contrats des territoires qui mettaient autour de la table l'ensemble des responsables politiques du département pour échanger, débattre et décider collectivement des priorités. Car si nous siégeons dans cet hémicycle, ce n'est pas uniquement pour ratifier des décisions prises d'en haut, mais participer aux projets et aux politiques mises en œuvre dans l'intérêt de notre territoire. Je ne pense pas que cette conception de l'action politique, du travail des élus et finalement de la décentralisation appartiennent au passé. La modernité n'est pas de subir un pouvoir, fût-il jupitérien, qui devrait décider de tout sur tout sans débat ni concertation. La question, toutefois, nous le savons, est d'actualité. En effet, nous sommes dans le viseur du nouveau pouvoir national. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est fixé comme principal objectif politique de son quinquennat la réduction à marche forcée du déficit public, des dépenses de l'État et celles de l'ensemble des collectivités dans une mesure inégalée jusqu'à présent. Le projet de loi de finances pour 2018 traduit cette volonté avec notamment la lourde baisse du budget dédié au logement et la diminution des appels au détriment des bailleurs sociaux. Nous venons d'en parler en la personne de Bernard Baudou. Quant à la fonction publique, notamment territoriale, elle sera soumise à une nouvelle révision générale des politiques publiques avec des objectifs chiffrés d'économie sur la masse salariale. 70 000 agents territoriaux doivent disparaître. Sans parler du gel du point d'indice, de la baisse brutale et précipitée des contrats aidés, nous en avons parlé, du report d'un an de l'application de l'accord parcours professionnel, de la hausse de la contribution sociale généralisée ou du rétablissement du jour de carence. D'ailleurs, sur
ce rétablissement du jour de carence, j'attire votre attention sur une évaluation qui a été réalisée par un courtier en assurance indépendant pour l'année 2012. Et cette étude nous montrait que si le nombre d'absences d'un jour a reculé, il faut le mettre en perspective avec le nombre des arrêts maladie de 15 jours qui, quant à lui, a augmenté de plus de 35%. Donc j'espère que ce que l'on croit légitimement gagner d'un côté, on ne le perdra pas de l'autre. Bercy, aujourd'hui confirmé dans son rôle de ministère de la réduction des comptes publics, a gagné jusqu'alors tous les arbitrages, y compris sur les collectivités territoriales. On l'a dit, 13 milliards d'euros d'économies sont prévus sur leur budget d'ici 2022. Dans le projet de loi de programmation des finances publiques, le gouvernement prévoit de contractualiser pour maintenir l'évolution des dépenses des collectivités du département, en deçà, nous l'avons dit, a priori en moyenne de 1,2%. Or, ce taux d'évolution intègre l'inflation qui devrait être de 1,2 en 2018, 1,4 en 2020 selon l'OCDE. Autrement dit, nous l'avons évoqué à travers la question de Marie-Christine aujourd'hui, autrement dit, limiter l'augmentation du fonctionnement à 1,2 voire 1,4 par an revient en réalité à baisser en valeur le fonctionnement. Et il s'agira donc bien d'une diminution nette de la dépense des collectivités. Cela signifie qu'au-delà même de la question spécifique des allocations individuelles de solidarité, cet objectif est intenable, sauf à contribuer à faire et à continuer à faire des coupes sombres dans nos politiques publiques et dans les effectifs de personnel. Les contraintes financières imposées, nous le savons, n'ont pas de précédent. Sous le précédent quinquennat, le gouvernement avait demandé un effort conséquent aux collectivités par la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Cependant, cet effort étant limité dans le temps jusqu'à 2017, nous avions vu que l'amélioration de la situation économique du pays faisait qu'il y avait moins de sollicitations pour les collectivités territoriales. Je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel fait preuve d'un certain cynisme en voulant faire reposer la responsabilité des coupes budgétaires et la dégradation du service public sur les élus locaux via la contractualisation. Il se défausse de ses propres responsabilités tout en infantilisant symboliquement les collectivités. Je crois que cette contractualisation est un piège politique. Ce n'est pas qu'une simple attaque contre les budgets de collectivités, il s'agit aussi et surtout d'une atteinte grave et inacceptable contre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Avec l'introduction d'une nouvelle règle d'or renforcée en matière d'endettement, les possibilités d'investissement des collectivités locales seront étroitement surveillées et contrôlées. Le dispositif ne prend nullement en compte la situation des territoires, ni les dynamiques démographiques, ni les capacités économiques, pas plus que les besoins sociaux qui sont criants en ce qui concerne notre département. Il s'agit d'une véritable muselière financière. C'est bien le cœur des prérogatives des élus qui est touché, celui de soutenir l'investissement local et d'accompagner des projets utiles aux territoires créateurs d'emplois, nous le savons. Aucun ministre du budget n'avait jusqu'alors accepté cette règle d'or lorsqu'elle a été proposée par Bercy, ni la première fois en 2012, ni la seconde fois en 2014. Au terme, l'application de cette fameuse règle d'or ferait passer la part des collectivités dans l'endettement de la France de 8,6% à 5,9% en 5 ans, pendant que celle de l'État bondirait de 82,1% à 88,9%. Je crois qu'il s'agit d'un véritable marché de dupes qui a d'ailleurs été rejeté tout dernièrement par le Sénat. De votre côté, vous nous dites dans le rapport d'orientation budgétaire que le département du Nord serait, entre guillemets, au prix fort, renouvelé de rigueur, capable de se conformer aux objectifs fixés par le gouvernement. Au passage, je trouve que la responsabilité de l'État dans les difficultés financières de nos collectivités est bien vite exonérée. Nous connaissons pourtant, nous l'avons dit depuis plusieurs années, les causes réelles de l'endettement des départements. Elles se situent dans la mauvaise compensation des allocations individuelles de solidarité, couplée à la perte du levier dynamique de fiscalité à l'image de la taxe professionnelle. Comble de la situation, le gouvernement actuel n'y apporte aucun début de réponse, mais ajoute des contraintes supplémentaires de gestion. Dès lors,
Faut-il ici nous féliciter d'entrer tête la première dans le carcan de Bercy? Car, au final, votre stratégie budgétaire valide par avance les prescriptions imposées par l'État sur le dos des collectivités et notamment de notre département. Quels sont les gains en retour pour le Nord? Monsieur le Président, vous nous avez évoqué dans vos propos liminaires le compte-rendu du congrès ADF de Marseille. Il est vrai que ce que nous avons obtenu de manière sonnante et trébuchante était inversement proportionnel au nombre de membres du gouvernement qui siégeaient à ce congrès. Vous nous l'avez dit, sur le fonds d'urgence pour le financement du revenu de solidarité active, on obtiendra, nous le savons aujourd'hui, bien moins que ce que nous avions obtenu par le gouvernement socialiste à l'époque. Pour autant, ce même gouvernement socialiste va nous permettre aujourd'hui d'engranger des recettes encore exceptionnelles sur les droits de mutation liés à l'augmentation du taux en 2014. Celles-ci sont passées de 273 millions d'euros en 2015 à 325 millions d'euros au budget supplémentaire 2017 et devraient poursuivre leur embellie en 2018. Monsieur Poiret, vous parliez tout à l'heure et vous faisiez référence au passé. Et le passé m'intéresse. Et comme il m'intéresse, je suis allé voir le compte-rendu de la séance plénière du 6 janvier 2014, séance plénière où il y avait à l'ordre du jour le relèvement du taux de droit de mutation à titre onéreux. À l'époque, Patrick Kanner était président du département, le vice-président en finances s'appelait Bernard Hasbrouck, et il nous avait proposé l'augmentation, la faculté que nous avait offert le gouvernement à l'époque, de faire évoluer ces droits de mutation de 3,8% à un plafond de 4,5%. Et à l'époque, un certain monsieur Poiret, qui n'était pas le monsieur premier vice-président en finances, mais qui était le président du groupe UPN, entre-temps le président Husser nous avait quittés pour quelque temps, avait pris la parole au nom de son groupe. Je cite ce monsieur Poiret, président du groupe UPN. Monsieur Poiret fait remarquer que l'État ne prend pas la décision d'augmenter le taux des DMTO, mais laisse au département la responsabilité d'en décider. Monsieur Poiret estime que l'augmentation attendue du produit des DMTO pourrait être compromise par la réalité économique. Il pense que des ménages pourraient décider de reporter leur projet d'acquisition le temps nécessaire pour bénéficier de droits de mutation moins élevés. Monsieur Poiret souligne que l'augmentation du taux des DMTO ne constitue pas un effort réalisé par l'État, mais une contribution supplémentaire de la part des contribuables. Monsieur Poiret fait observer que le relèvement du taux des DMTO est un dispositif qui tend à ponctionner plus lourdement les contribuables dans un contexte global de très forte diminution des dotations de l'État. Monsieur Poiret annonce surtout que les membres du groupe UPN ne peuvent apporter leur adhésion à l'alourdissement d'une taxe dans le contexte de pression fiscale démesurée que les citoyens nordistes subissent de la part du gouvernement. Il déclare que le groupe Union pour le Nord votera contre le projet de délibération relatif au relèvement du taux de DMTO. Je dirais à M. Poiret de l'époque qu'heureusement, la majorité de gauche de l'époque a voté pour vous. Sans ça, le monsieur Poiret, premier vice-président des Finances aujourd'hui, serait quand même fort contraint de perdre cette dotation et le dynamisme de cette dotation. Vous avez ainsi, monsieur le président Le Serre, vous avez ainsi la chance, si j'ai bien compris, à l'insu de votre plein gré, de bénéficier d'indicateurs qui sont passés au vert, à l'image, disons-le, de la baisse du nombre d'allocataires du RSA. Le Nord, nous le savons, suit parfaitement la tendance nationale qui marque une baisse générale de 2,5% des bénéficiaires entre juin 2016 et juin 2017. En revanche, ce qui vous appartient, c'est la décision prise par votre majorité en 2016 d'augmenter de 25% le taux de la taxe foncière. Je le rappelle, une hausse 5 fois plus forte que l'ensemble des départements français, qui s'est traduite, vous l'aviez dit, vous le dites, par une augmentation moyenne de 70 € d'impôts supplémentaires par an pour les ménages et 700 € par an pour les entreprises. À l'époque, vous aviez même mis le Nord au pied du podium des champions de l'augmentation des impôts. C'était en effet la 4e plus grosse hausse de départements français. La ponction, rappelons-nous, s'est chiffrée à 100 millions d'euros prélevés en 2016 et 100 millions d'euros prélevés en 2017.
Pour 2018, vous proposez, grand seigneur, ce que vous appelez une diminution des impôts. Et moi, ce que j'appellerais tout simplement, parce que ça paraît logique, une moindre augmentation des impôts. Et au lieu d'augmenter les impôts cette année de 100 millions, vous augmentez de 50 millions d'euros par rapport à 2015. Peut-être, Monsieur le Président, vous allez recevoir des courriers de remerciements. J'en suis pas sûr pour autant que votre boîte aux lettres finisse par déborder. En fait, ce dont il s'agit, depuis 2016, il s'agira en vérité d'une augmentation des impôts de près de 200 € en moyenne par foyer. Voilà la vérité. Pour conclure, Monsieur le Président, nous prenons acte du rapport d'orientation budgétaire pour 2018 qui ne propose aucune inflexion par rapport aux années antérieures, ce qui va peut-être vous laisser préjuger du vote que nous aurons sur le prochain budget primitif, mais laissons un peu de suspense. Je vous remercie de votre attention.